Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Les Républicains, vice-président délégué de Les Républicains et vous publiez Milieu de cordée, c'est chez Plomb. Et si la droite parlait à nouveau à tous les Français? On va revenir sur vos ambitions pour vous et pour la droite. Mais d'abord, ce qui change aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui 1er novembre, nouvelles règles d'indemnisation du chômage. Je voudrais voir avec vous ce que vous percevez de ces nouvelles lois et si vous êtes finalement du côté du gouvernement. Pour percevoir une indemnisation, il faudra désormais avoir travaillé plus, 6 mois sur les 24 derniers mois au lieu de 4 mois sur 28 précédemment. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est mieux. C'est mieux qu'avant, mais c'est très révélateur de ce qu'incarne ce gouvernement, une politique de rustine ou de sparadrap, dans laquelle on traite des conséquences et pas des causes. Bien sûr qu'il nous faut réformer les allocations chômage, mais au fond, qu'est-ce que nous disent les Français? Avec force. Ils nous disent qu'il n'y a plus d'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Et le grand sujet français, l'un des grands sujets français, c'est la récompense du travail. C'est pas tant... C'est très macroniste de dire ça. Hein. Oh, c'est l'inverse, parce que Emmanuel Macron, selon moi, selon nous, selon les Français, c'est le président de l'argent, de la finance, c'est pas le président du travail. Le grand enjeu pour la droite française, avec Christian Jacob, c'est le défi que nous allons relever. C'est de redevenir aux yeux des Français ce que nous étions à l'époque de Nicolas Sarkozy, en 2007, tout le monde s'en rappelle, le fameux travailler plus pour gagner plus. C'est remettre la valeur travail, sa récompense, récompenser les entrepreneurs, les artisans, les travailleurs, les salariés, les fonctionnaires, tous ceux qui bossent. Mais avec cette réforme de l'indemnisation chômage, c'est l'objectif que poursuit le gouvernement. Ils disent précisément que ce qu'ils veulent, c'est encourager la reprise du travail, décourager ceux qui pourraient éventuellement, et notamment parmi les cadres, qui pourraient éventuellement vouloir rester plus longtemps dans le chômage avec une baisse de l'indemnisation. Est-ce que ça, vous soutenez cette décision? Je l'ai dit, c'est mieux, c'est une belle intention. Y compris celle-là, pour les cadres chômeurs? Oui, c'est une belle intention, mais... je suis député de Loir-et-Cher. Qui je reçois dans ma permanence parlementaire? Des entrepreneurs, des chômeurs, des travailleurs. Je vais prendre un exemple. Rodolphe Delors, qui est le patron du zooparc de Beauval, avec les fameux pandas dans ma circonscription. Il y a eu une baisse de la TVA, décidée par le gouvernement sur notre proposition il y a 2 ans. 120 CDI proposés aux Loir-et-Chériens. Seulement 50 ont trouvé preneur. Il y a 80 CDI, à l'heure où je parle, qui sont disponibles parce que les chômeurs disent, entre les revenus que nous touchons aujourd'hui, à travers ceux de l'assistance, et les revenus du travail, les écarts sont si ténus. Donc il ne trouve personne qui ait le courage de se remettre à travailler. Oui, c'est ça ce que vous dénoncez? Parce que les salaires sont trop bas. Mais est-ce que c'est pas un peu un fantasme? Non, quand même, franchement, je vais vous le dire avec beaucoup de sincérité. Dans notre pays, et c'est un homme de droite qui vous le dit, les salaires sont trop bas. Ça n'est pas un gros mot que de le dire. Parce que les charges qui pèsent sur les entreprises sont trop lourdes. Quelles sont les mesures que vous promettez pour pouvoir remonter justement ces salaires? Je fais une proposition... pour ouvrir le débat, c'est dans le livre d'ailleurs, je dis la chose suivante. Nous pourrions imaginer un système qui permettrait de supprimer toutes les cotisations patronales qui pèsent sur les entreprises, choc de compétitivité considérable, vous imaginez, supprimer toutes les cotisations salariales qui pèsent sur les salariés. Exemple, un salarié aujourd'hui qui touche 1 700 € net verrait son salaire mensuel passer à 2 200 € net, hausse considérable du pouvoir d'achat. Et pour financer l'ensemble de ce grand choc fiscal et social, je propose un micro-prélèvement d'environ 2% sur toutes les transactions financières et les paiements électroniques. Par exemple, quand vous allez faire un plein d'essence à 50 €, ça vous coûterait 51 €. Mais vous croyez que franchement, on peut encore augmenter ça, l'essence par exemple? Est-ce que c'est pas typiquement le mauvais exemple? Non, comprenez-moi bien, je l'ai pris à dessein parce que c'est le plus compliqué à comprendre, surtout dans mes territoires. Un Français, à 1 700 € gagnerait 2 200 €, 500 € net de pouvoir d'achat supplémentaire chaque mois, et 1 € de plus pour un plein d'essence. C'est un changement de philosophie. Plutôt de taxer le travail, ce que nous faisons depuis un siècle, je propose de taxer l'argent. C'est une philosophie radicalement différente qui s'inspire du général de Gaulle et de la participation, de Nicolas Sarkozy et des heures supplémentaires. Oui, mais ça s'inspire aussi de François Hollande. Quand il a fait le CICE, l'objectif c'était quand même celui-là. Et on voit bien que ça n'a pas marché, les entreprises n'ont pas joué le jeu. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir exactement le même problème? Pour une raison toute simple, c'est que la mesure de François Hollande, c'était pas une mesure globale. Moi je propose quelque chose d'équitable. On supprime les cotisations patronales pour les entreprises, on supprime les cotisations salariales pour les salariés, mais chacun participe de manière marginale
à tous ces mouvements d'argent, les mouvements interbancaires certes, mais les mouvements d'argent du quotidien. En tout cas, je mets ce sujet sur la table parce que la question clé dans notre pays, sur les questions économiques, c'est que le travail ne paye plus, que les salaires sont trop bas, et si nous voulons recréer une dynamique liée à l'emploi, il faut augmenter les salaires sans que ça pèse sur les entreprises. Mais est-ce que ça va permettre de créer des emplois, ça ? Ah, je pense que lorsque nous dirons à l'ensemble de nos quelques 2 millions de PME, TPE, artisans, commerçants, vous n'avez plus de cotisation patronale qui aujourd'hui asphyxie l'emploi, bride la compétitivité, crée un écart compétitif négatif vis-à-vis de nos concurrents et nos voisins européens. Oui, ma conviction, c'est que nous créerons de l'emploi. Parce que c'est le travail qui crée le travail. Le grand drame français, nous avons des millions de chômeurs parce que tous les jours dans ma circonscription, j'ai 1 millier d'emplois pour voir dans l'arrondissement du sud du Loir-et-Cher, et j'ai 2 à 3 000 chômeurs en fonction de la durée. Et nous n'arrivons pas à trouver ce lien parce que les salaires proposés sont trop bas, et puis nous avons un énorme chantier qui est celui de l'apprentissage, de la formation. Mais là-dessus, le gouvernement a plutôt pris sa part, non ? Je crois qu'on est encore très insuffisant. Alors là, c'est plus l'ancien entrepreneur qui parle, c'est l'ancien professeur d'histoire-géographie. C'était mon premier métier. J'avais été très marqué, moi, par l'incapacité du système éducatif, le nôtre, dont j'appartenais, pour permettre à notre jeunesse de s'orienter vers des formations professionnalisantes. Le grand drame en France, c'est qu'on fait croire que l'intelligence de l'esprit est supérieure à l'intelligence de la main. Moi, je crois que les deux se valent. Et je crois, par exemple, qu'il nous faudrait recréer l'apprentissage dès 14 ans, mettre à égalité nos lycées généraux et nos lycées professionnels, parce que le nombre d'emplois créés dans nos territoires, dans l'industrie, dans le tourisme, dans le numérique, souffre d'un manque de formation et d'adaptation de notre jeunesse. Mais étonnamment, quand vous regardez le monde anglo-saxon, par exemple, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, les formations sont assez généralistes. C'est plutôt des formations justement de l'esprit, et ça fonctionne très bien là-bas. Est-ce que vous n'êtes pas en train de fantasmer un système qui fonctionnerait mieux ? Et je pense que c'est ça qui est extraordinaire. La France est un pays si différent des pays anglo-saxons. Nous avons d'abord un tissu industriel, nous avons aujourd'hui un tissu tertiaire, nous avons un tissu primaire agricole extraordinaire qui se réinvente en permanence. L'agriculture traditionnelle, l'agriculture conventionnelle. C'est ça extraordinaire en ce moment pour les agriculteurs ? Je dis que le tissu, le savoir-faire, l'énergie, la compétence. J'ai une admiration sans borne. Mais vous avez vu la souffrance, vous avez vu l'incapacité à générer des revenus ? Et à votre avis, pourquoi ? Parce qu'ils nous le disent, les charges sont trop fortes. Le jour où on supprimera leurs cotisations patronales, vous imaginez l'électrochoc. L'Europe est incapable de les protéger. Nous proposons des tarifs douaniers européens. L'Union européenne est la seule union commerciale qui ne protège pas nos agriculteurs. Moi, je suis un amoureux de notre agriculture. Et on a la chance d'avoir un nouveau président des Républicains, Christian Jacob, qui connaît particulièrement le problème. Le jour où on réformera la PAC, le jour où on réformera l'Europe sur une idée de protection de nos intérêts vitaux, je plaide même pour faire de l'agriculture une exception comme il existe une exception culturelle en Europe, une exception agriculturelle. Tant le grand chantier de l'autosuffisance alimentaire, de la souveraineté alimentaire, de notre devoir de nourrir près de 9 milliards d'individus à l'horizon 2050, c'est un défi à relever et que nos agriculteurs peuvent relever. Mais pour ça, il faut simplifier leur vie, il faut augmenter leurs revenus, il faut supprimer les charges. Quand on vous écoute, Guillaume Pelletier, on a l'impression que c'est un véritable programme tous azimuts. C'est d'ailleurs vraiment le cœur de votre livre, Milieu de cordée. Vous dites, et si la droite parlait à nouveau à tous les Français, c'est en tout cas votre ambition. J'aimerais bien comprendre, vous sortez d'où, vous tombez d'où ? On a un petit peu du mal à comprendre qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui. C'est-à-dire, on sent bien que c'est pas seulement pour la droite, c'est aussi pour vous quand même. Un homme politique qui vous dit qu'il n'a pas d'ambition, il vaut mieux arrêter de le croire tout de suite. Moi, c'est un engagement de 20 ans avec des erreurs, des échecs, des succès. Une volonté profonde avec Christian Jacob, avec Aurélien Pradi, avec toute la nouvelle équipe dirigeante de refonder avec humilité la droite française. Et pour la refonder, Christian nous a demandé de lancer la grande bataille des idées pour qu'à l'été prochain, nous puissions avoir un programme. Mais là, c'est surtout la bataille des ambitions quand même. Qu'avons-nous à dire ? Mais justement, c'est tout le drame de la droite depuis 2012. Mais vous y mettez une petite pièce à nouveau. Mais vous m'entendez dire du mal de quelqu'un d'autre ? Je parle de quoi depuis le début avec vous et grâce à vous ? De la France, de l'économie, tout à fait. Vous savez, dans ce livre, et je le dis à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, je parle des Français et aux Français. Patrice, l'agriculteur, Wari, le Français musulman, Michel, celle qui travaille dans un EHPAD en Sologne. Tous les téléspectateurs s'y retrouveront. À travers des portraits de gens que j'ai croisés, j'essaye de réhabiliter la noble politique. Et c'est quoi la noble politique ? C'est de trouver des solutions. C'est un livre de solutions. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de lire des livres politiques, je les invite à le lire parce que j'ai essayé avec ma sincérité,
avec 5 ans de travail, de rencontres avec des entrepreneurs, des experts, d'aboutir à des solutions concrètes aux problèmes des Français. Vous dites le mot sincérité. Vous pouvez quand même comprendre qu'on a un petit peu du mal à savoir où elle est votre sincérité. Votre parcours est assez illisible. Vous avez été FN, ensuite vous avez été De Villiers, vous êtes arrivé au RPR-UMP par la droite, et là, vous nous dites je veux être social. Ah mais je l'ai toujours été. Vous savez, et vous avez raison, et je le dis, je l'explique avec beaucoup de franchise là encore. Moi je suis un enfant des classes moyennes, mon père était commis de chantier, ma mère laborantine. J'en suis sorti grâce à l'école de la République, grâce à la littérature, j'essaie de le dire un peu, de donner envie de lire des livres. Et dans mon quartier populaire de la Porte de Vanves, lorsque j'étais adolescent, j'ai vu de mes yeux les difficultés sociales de mes parents, la difficulté de boucler des fins de mois, les violences, la délinquance. Et j'ai voulu trouver une solution d'abord pour mes parents, et ensuite pour tous ceux qui m'entouraient. Je me suis égaré à l'extrême droite. J'avais 19 ans. Mais l'amour que j'ai du parti de l'ordre, parce que le désordre touche les plus vulnérables, l'amour que j'ai du parti de la justice sociale, la récompense de ceux qui bossent. La France, depuis des générations, est confisquée par une caste de privilégiés, la haute fonction publique, les fermiers généraux, comme les appelle Jean-Louis Borloo, qui alimentent ce qu'on appelle la France des assistés, oubliant... Donc il y aurait en haut, en bas, et vous voulez être au milieu, quoi. 70% des Français orphelins, abandonnés, oubliés, fonctionnaires des services publics, instituteurs, agriculteurs, entrepreneurs, artisans, commerçants, ouvriers, salariés, les sans-voix, ceux dont on ne parle jamais, qui ne se plaignent jamais. Nous sommes à la veille, Apolline de Malherbe, d'une immense explosion sociale et d'une immense fracture civique. Et pour répondre à cette menace d'explosion sociale et cette menace de fracture civique, vous la sentez il à nous quoi faut cette une menace révolution sociale politique. Elle a déjà explosé l'année dernière Bien avec les Gilets jaunes. Et elle a été faussement éteinte par quelques mesures cosmétiques, le pouvoir croyant tourner la page. Les Français attendent une révolution politique, tranquille mais une révolution. La récompense du travail, l'affirmation de l'autorité de l'État et de la laïcité en particulier, ce qui nous différencie totalement du macronisme comme des populismes, une laïcité qui permet de faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, mais qui affirme que dans notre pays, le modèle républicain d'assimilation, l'amour de la France ne sont plus des valeurs négociables. Vous avez parlé de votre amour de l'écologie, les territoires et tant d'autres choses. Vous avez parlé de votre amour de la littérature. Si je lis vos mots, je me dis qu'il y a un peu du Rastignac, le personnage de Balzac. Maire de la République, député de la Nation, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un début, car il faut réussir, désormais, changer la vie des Français. À l'écume des jours, je préfère la promesse de l'aube. Voici que la nuit se dissipe et que pointent les premières lueurs du jour. C'est maintenant que tout commence. Vous y croyez un peu quand même? Non, j'ai un amour de la France et des Français. J'ai décidé de leur consacrer ma vie. Je pense être l'un de ceux, compte tenu de mon histoire, de mes échecs, de mon parcours, qui ressemble au fond à beaucoup de Français. Je n'ai pas fait l'ENA. Je ne suis pas un fonctionnaire. Je viens des classes moyennes. C'est Rastignac à l'envers, alors, parce que moi, j'ai quitté Paris pour rejoindre la province de mon grand-père, la Sologne, pour être adopté par le Loir-et-Cher, maire, député, et pour défendre cette France profonde, cette majorité silencieuse. J'aime les Français plus que tout, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur parcours, mais j'aime surtout ceux qui n'ont pas la chance d'être défendus et représentés. Et ma conviction, c'est que la droite que nous sommes en train de bâtir avec Christian Jacob, c'est cette alternative au macronisme, à ce prince immobile, si arrogant, qui bavarde et qui croit qu'un beau discours fait une belle réforme, et qui joue de manière très cynique avec les extrêmes. Je dis à nos compatriotes, il existe un autre chemin que celui qu'on tente de vous imposer. Ne vivons pas au printemps 2022, le soir du premier tour. Ces deux visages apparaissent, celui de M. Macron, celui de Mme Le Pen. Et si on veut construire cette alternative, avec tous les talents de notre famille, François Baroin, Xavier Bertrand, Christian Jacob et tant d'autres, nous avons besoin de nous rassembler et de faire des propositions concrètes. Mais justement, Guillaume Pelletier, ce duel à venir dont vous parlez, les Français, ils le voient aussi, et presque ils le souhaitent, parce que lorsqu'on leur demande, et ça a été le cas du sondage, et là pour BFM TV cette semaine, pour qui ils voteraient si c'était aujourd'hui, ils donneraient à peu près à jeu égal Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec quand même une petite avance pour Marine Le Pen, elle serait à 29, lui à 27. Ils cumuleraient donc plus de 50% des voix à eux deux, et la droite est très loin derrière, parce que qui que ce soit que l'on teste dans ce sondage, aucun ne passe la barre des 10%. Bien sûr. J'ai regardé les sondages de l'été 2016. Monsieur Juppé était donné à 30% et Madame Le Pen à pas loin de 30%, et Monsieur Macron à 9-10%. À peu près le score de François Baroin ou de Xavier Bertrand testé dans cette étude. Pourquoi ? Les Français ne sont pas dans l'élection présidentielle. Emmanuel Macron joue ce jeu cynique, je l'ai dit,
des grands discours mais pas de réformes profondes, une méconnaissance absolue de la valeur du travail, de la laïcité des territoires et de l'écologie positive. Il joue à la courte échelle avec Madame Le Pen, faisant croire aux Français que c'est lui ou le chaos. Attention, parce qu'après lui, ce pourrait être le chaos. Je ne veux pas du chaos pour mon pays. Et puisque je ne veux pas du chaos pour mon pays, nous avons décidé, toute la droite républicaine, avec nos partenaires centristes, de nous refonder, de nous rebâtir avec humilité, pour être en situation, dans quelques mois, de présenter un programme audacieux. Ce livre n'est qu'une contribution. Je ne prétends pas avoir raison sur tout. Je dis juste qu'après 5 ans de réflexion, depuis que j'ai été élu maire, puis député, j'essaye, sur des sujets de vie quotidienne, parlant des Français et aux Français, d'aboutir à des solutions concrètes. La hausse des salaires, l'écologie, parlons-en. Je propose, par exemple, vous l'avez noté, une TVA à zéro sur les circuits de proximité, la gratuité pour la carte grise des véhicules propres, un tribunal climatique international pour juger les grandes multinationales qui polluent et défendre notre planète. Des propositions très concrètes, très éloignées des négateurs de l'urgence écologique et des prophètes de l'écologie fiscale et punitive. La voie du milieu, la voie du milieu, le milieu de cordée. Guillaume Pelletier, le sous-titre de votre livre, c'est « Et si la droite parlait à nouveau à tous les Français ?» Emmanuel Macron, c'est l'ambition qu'il a, dit-il, en accordant une interview à Valeurs Actuelles. Il dit il faut leur parler à tous, je n'exclus personne, et donc il donne une interview à cet hebdomadaire qui serait plus proche de vos idées. Pas des miennes, mais... Que des siennes, non, pas des vôtres? Non, Vous n'aimez pas Valeurs Actuelles? J'ai pas apporté de jugement sur, mais enfin, sur vous dites qu'ils sont pas proches médias. de mes idées. Valeurs Actuelles peut lancer des sujets intéressants. Moi, la droite que je tente de fonder, c'est une droite qui est tout à la fois fondée sur l'ordre, je l'ai dit, mais sur la justice. Je ne crois pas à une France demain, juxtaposition de communautés au sein de laquelle, cette France, les Français s'opposeraient les uns aux autres. Donc, je ne veux pas parler de l'objet des... Valeurs Actuelles joue cette carte, vous pensez, de monter les Français les uns contre les autres? Non, Emmanuel Macron joue ce jeu dangereux en accordant cette interview. Qu'est-ce qu'il dit dans cette interview? Il n'aurait pas dû le faire pour vous. Si, il faut s'adresser à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il dit dans cette interview? Rien. Il dit bavarde, notamment, il commente, il oublie qu'il est le président de la République, il oublie qu'il n'est plus candidat à l'élection présidentielle, il oublie que les Français souffrent. Je veux régler le problème des gens qui viennent avec un visa touriste, touchent l'AME et restent en France. Là-dessus, ça fait partie des chantiers que vous aussi vous ouvrez. Mais qu'il fasse. Il est le président de la République, il a une majorité parlementaire, il a un gouvernement. Moi, je ne supporte plus ces responsables politiques qui sont aux responsabilités et qui commentent et qui bavardent. Qu'il accorde une interview à Valeurs Actuelles, c'est une bonne chose, il faut parler à tous les Français. Valeurs Actuelles ne représente pas toute la droite française. La droite française que nous voulons réinventer, réhabiliter, c'est une droite qui défend le travail, la laïcité, les territoires et une écologie positive. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus large. Xavier Bertrand ou Gérald Darmanin? Ah, c'est pas la même chose. Gérald Darmanin, et c'est son droit, a décidé de rejoindre le président de la République. Je ne le crois pas. Gérald Darmanin mène la politique du gouvernement, qui est une politique de casse sociale, de casse territoriale, qui a conduit d'ailleurs à la grande colère des Gilets jaunes, dont l'incendie est à peine éteint et qui peut se raviver à tout moment. Xavier Bertrand, c'est autre chose. Xavier Bertrand, comme François Baroin, ce sont des personnalités de notre famille qui ont compris les enjeux dont je parle. Il me semble, c'est pas pour rien qu'ils sont testés d'ailleurs dans l'étude que vous citiez, que ce sont deux personnalités particulièrement intéressantes pour notre famille, parce que cette droite sociale sur les questions économiques, cette droite forte sur l'autorité de l'État, je pense qu'ils font partie de ceux qui les incarnent. Merci Guillaume Pelletier d'être venu sur RMC et BFM TV. Vous êtes député Les Républicains, vice-président, délégué de LR, et votre livre, Milieu de cordée.